Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien, la vie est douce, je kiffe. Mon livre est sorti, vous savez, il s'appelle « Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée » et il est trop merveilleux, yay! Vous pouvez l'acheter dans toutes les librairies et le commander aussi sur internet. On vous a mis un lien dans les notes, comme ça c'est facile de le récupérer. Ok, donc j'avais envie de parler d'un sujet aujourd'hui sur lequel j'ai beaucoup échangé avec mes clientes et je me suis dit que vous êtes peut-être nombreuses à avoir le même genre de questionnement. En fait, j'ai des clientes qui sont neurodivergentes, donc qui sont soit autistes ou sur le spectre de l'autisme, ou soit ont un TDA, un trouble de l'attention. En anglais, on dit ADHD, mais en français, on dit tada! Bref. Et donc, il y a un point commun que je vois entre mes clientes qui sont sur le spectre et qui ont un trouble de l'attention, c'est que très souvent, elles vont considérer que les relations, c'est compliqué pour elles, parce que elles vont pas fonctionner comme tout le monde en fait. Elles vont pas fonctionner comme, entre guillemets, la norme, ou en tout cas ce qu'elles considèrent être la norme. Mais au fond, qu'est-ce que la norme vraiment? Existe-t-elle? Bref, question philosophique. Et en particulier, je pense à une de mes clientes qui est sur le spectre de l'autisme et je pense à une autre de mes clientes qui a un trouble de l'attention. Et en fait, par exemple, pour ma cliente qui est autiste, ce qui est compliqué, c'est que comme elle va dire parfois des choses de façon très directe, qui peuvent heurter, mais pour elle ne s'en rend pas du tout compte et ça peut... Enfin, pour elle, c'est vraiment une banalité, quoi. Elle a pas l'impression d'avoir dit un truc de ouf, elle a l'impression d'avoir juste dit qui lui traversait la tête sur le moment et en fait, ça peut être mal reçu ou mal perçu. Et du coup, elle a dû passer beaucoup de temps à comprendre son fonctionnement, à l'expliquer à d'autres et à expliquer que quand elle dit des choses, ce n'est pas pour blesser ou pour heurter, c'est littéralement ce qui lui passe par la tête et elle ne voit pas le souci parce qu'elle n'a pas ce filtre qui lui permet de distinguer les... comme on dit ça en français, on va dire le contexte social. Donc, ce qu'on va faire parfois, mettre les formes, dire les choses d'une façon ou d'une autre, selon à qui on parle, etc., c'est pas forcément évident pour elle. Et donc, ce qu'elle a beaucoup fait, et ce que font la plupart des femmes qui sont autistes, par exemple, c'est qu'elle a beaucoup essayé de se suradapter et de masquer. Donc, elle va chercher ses mots, elle va pas forcément se présenter comme elle est vraiment, elle va essayer de faire attention. Sauf que dans les faits, elle y arrive pas du tout, parce qu'elle ne sait même pas quel est le problème. Enfin, de son point de vue, en fait, ce qu'elle dit, c'est complètement banal. Donc, elle peut dire une phrase qui ne heurte pas, et la phrase d'après heurte, et elle ne voit pas qu'est-ce qui a été la différence entre les deux, parce que pour elle, elle n'a pas forcément ce filtre-là. Et une chose sur laquelle on travaille beaucoup, c'est qu'elle se dit que du coup, c'est compliqué pour elle d'être dans une relation amoureuse, parce que dans toutes les relations amoureuses où elle a été, ce qui s'est passé, c'est que elle a masqué, en fait. Plutôt que d'être pleinement elle et d'avoir peur de chambouler les gens, elle a plutôt été dans le sens des autres, ignorer ses besoins, ignorer ses limites et toujours faire en sorte que voilà, elle ne dérange pas trop. Mais la réalité de ça, c'est qu'au final, elle se fait du mal à elle-même et elle va accommoder l'autre, mais que partiellement, parce que dans les faits, on peut pas changer qui on est. Donc c'est une chose dont on a beaucoup parlé, et ça l'affecte dans son travail aussi, où des fois, elle va être un peu perçue différemment, où on va lui prêter des traits qu'elle n'a pas, parce que elle est neurodivergente en fait. Et puis après, j'ai le cas aussi avec une cliente qui, elle a un trouble de l'attention, où son cerveau ne fonctionne juste pas comme quelqu'un qui serait neurotypique, et des choses qui peuvent sembler logiques à quelqu'un, ne sont pas forcément logiques pour elle et vice-versa. Et des choses qui lui semblent logiques parce qu'elle va faire certaines associations d'idées, etc., ne sont pas logiques pour d'autres. Certaines choses qui sont faciles à faire pour d'autres ne sont pas faciles à faire pour elle, et certaines choses qui sont faciles à faire pour elle ne sont pas faciles à faire pour d'autres. Et donc, relationnellement, elle se dit, je suis difficile à aimer, ou c'est compliqué de m'aimer. Qui va pouvoir gérer ça, en fait? Qui va pouvoir accepter ça?
Et voici ce que je dis aux deux et ce que je vous dis à vous si vous êtes aussi neuroatypique ou si vous êtes neurodivergent et que vous trouvez qu'avoir des relations avec les autres, qu'elles soient intimes ou autres, c'est compliqué. Partez du principe que le problème, ce n'est pas vous, la personne que vous êtes, c'est le système. À chaque fois que vous vous dites « je dois changer pour que ça fonctionne », c'est qu'il y a un problème dans le système, pas avec vous-même. Parce que nous sommes tous humains, nous avons tous le droit et la dignité de vivre pleinement tel qu'on est, ok ? Peu importe si, comme on est, c'est différent de, entre guillemets, la norme ou de ce à quoi les gens sont habitués. Et c'est la même chose si vous avez une maladie chronique, si vous êtes en situation de handicap, etc. Si à tout moment vous vous dites « ça fonctionnerait si j'étais différent ou différente », sachez que la réalité, c'est qu'il y a un problème dans votre environnement, dans le système dans lequel vous êtes, pas avec vous. Parce que vous êtes qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes, vous n'allez pas vous changer et vous transformer ou vous mettre en boîte pour pouvoir être accepté par une société qui, elle, a un problème parce qu'elle ne sait pas vous accueillir, elle ne sait pas vous prendre en compte. Ok ? Donc voici ce que j'expliquais à ma cliente autiste. Je l'écoutais et je comprends clairement sa difficulté parce que j'ai plusieurs clientes autistes et comme c'est un spectre, personne ne le vit pareil en fait. Personne ne le vit pareil. Mais moi, je sais que j'ai probablement une neurodivergence, je me suis jamais fait tester, mais c'est clair que j'ai une façon de penser ou de réfléchir qui est différente de ce à quoi j'étais exposée autour de moi. Et je me suis sentie un peu comme ça aussi, dans des moments où j'étais complètement incomprise. Pourtant, vraiment comme si on ne me comprenait pas alors que j'essayais d'expliquer en long, en large, en travers, quoi. Juste parce que ce n'était pas la façon dont les autres en face étaient habitués. Et donc, voici ce que je leur ai expliqué. Pour ma cliente autiste, je lui ai expliqué que, déjà dans la société, c'est un problème si on ne peut pas prendre en compte le fait que ton fonctionnement est différent. Et effectivement, dans son travail, ça avait été communiqué à ses collègues. Il y avait un protocole sur comment fonctionner avec elle, comment échanger avec elle, qu'est-ce qui fonctionnait pour elle, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas pour elle, mais ils l'ont juste ignoré. Donc il y avait un cadre qui était censé être celui qui allait l'aider, mais il a été ignoré. Et en fait, je lui ai dit, regarde, si dans ton travail, il y avait un système qui avait été mis en place pour te comprendre ton fonctionnement et agir en raccord avec ça, bah t'aurais pas à changer. C'est juste que le système, il doit s'habituer à être inclusif, en fait, pour des personnes qui fonctionnent différemment. Pareil dans une relation amoureuse, une relation intime. On se dit, on doit changer pour qu'elle fonctionne. Mais non, une vraie relation intime, c'est tu peux être vraiment toi-même. Donc à quoi ça ressemblerait d'être en couple ou en relation avec quelqu'un qui est curieux de toi, qui est curieux de ton fonctionnement et qui se dit, ok, je vais prendre le temps d'essayer de comprendre comment tu fonctionnes, pour que tu puisses juste être toi et ne pas avoir à te masquer ou être en boîte, en fait. Parce que pour moi, c'est ça vraiment l'amour, c'est ça le soin, c'est que t'es pas à être quelqu'un d'autre pour que ça fonctionne. Sinon, ça sert vraiment à rien. Et donc, avant de vous juger vous et de vous dire j'ai un problème, je ne suis pas normale, je ne fonctionne pas comme les autres, je dois changer, demandez-vous comment une personne en face devrait vous traiter pour que ça fonctionne. C'est ça l'inclusion, en fait. C'est ça l'inclusivité. Ce que je dis à ma cliente, c'est que c'est comme si moi, j'étais une personne noire dans un monde raciste et que je me disais eh ben, pour que ça fonctionne, il faudrait que je sois blanche. Ça a un nom, ça s'appelle l'assimilation. C'est une des conséquences du colonialisme, hein. Le fait que, on se dit, en tant que personne noire dans une société qui est majoritairement blanche et qui est raciste, pour que ça fonctionne, il faut que je me comporte comme une blanche. Il faut que je me lisse les cheveux. Il faut que je parte sans mon accent entier. Il faut que je sois ceci, il faut que je sois cela. Ça s'appelle l'assimilation. Ce n'est pas de l'inclusion. Ça veut dire qu'on ne m'accepte pas comme je suis, on ne m'accepte que si je change. Et je lui ai dit, c'est pas le même niveau, bien sûr, d'oppression, mais on pourrait faire un parallèle, en fait. Moi, je suis noire, je peux pas être autre chose. Je vais dire, c'est compliqué, ce serait très compliqué, on va changer, et puis j'ai pas envie. Mais je lui dis, c'est la même chose. Toi, tu es autiste et tu peux pas être autre chose. C'est impossible de changer. Si tu essaies de changer, tu te fais du mal à toi. Tu te nuis, en fait. Et donc, du coup, c'est à questionner comment le monde autour de toi peut être plus inclusif et comment trouver un ou une partenaire qui est capable d'être assez curieux et ouvert d'esprit pour essayer de te comprendre et naviguer avec toi. Et donc, on a discuté de ça. Et c'est vrai qu'elle me dit, oui, mais c'est super chiant, en fait. C'est super compliqué. J'avoue que c'est pas forcément facile, parce que c'est pas forcément juste, mais ça veut dire trouver des environnements et des personnes qui sont capables de faire cet effort. Par exemple, trouver un travail qui est capable de faire cet effort. Et là, en fait, elle est dans un processus de créer son propre métier. Peut-être que c'est la solution, peut-être que c'est la réponse, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça le truc, c'est que plutôt que de te remettre en cause toi, remets en cause l'environnement. Pareil, si t'es dans une relation où tu ne peux pas être toi, où tu dois tout le temps faire attention, tu dois marcher sur des œufs, Écoute, peut-être que cette personne n'a pas la capacité d'être en relation avec toi, mais ça veut pas dire que tu es difficile. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas compatibles. Parce qu'il y a des personnes qui sont
ouverts à l'idée de la différence. Il y a des personnes qui se disent « Ok, je vais apprendre, je vais essayer de te comprendre ». Par exemple, moi, je sais que quand j'ai commencé à la coacher, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit « Ok, ça va peut-être me challenger, mais en même temps, ça m'a permis de vraiment réfléchir différemment et de me dire « Bah oui, effectivement, on va pas te changer, donc c'est quoi la solution, tu vois ?» Et donc, il y a des personnes qui sont ouvertes à comprendre, à évoluer et à inclure. Est-ce que c'est la majorité? Non. Est-ce que je dis que tu vas trouver l'homme de ta vie à chaque coin de rue? Je ne sais pas. Mais ce que je dis, c'est que ces personnes-là existent et des personnes qui vous mettent à l'aise, qui vous laissent être vous-même, qui vous donnent l'espace d'être vous-même, ça existe. Et donc, si vous voyez que vous devez vous plier en quatre pour pouvoir vous conformer à l'idée de quelqu'un, si vous voyez que vous devez vous plier en quatre pour vous conformer à l'idée de ce que se fait quelqu'un d'une personne normale ou d'une relation normale, c'est que ça vous convient pas. C'est juste pas compatible, en fait. Et je travaillais avec elle sur le fait d'avoir la foi que rencontrer cette personne, c'est possible, et que d'avoir un métier où elle est épanouie, c'est possible telle qu'elle est. Et c'est la même chose pour ma cliente qui a le trouble de l'attention, qui se dit « je suis difficile à aimer parce que je suis compliquée ». Je dis « non, t'es pas difficile à aimer. Enfin, je veux dire, t'es adorable. » C'est pas le fait d'être difficile à aimer, c'est pas vraiment vrai. C'est juste que peut-être que pour essayer de te comprendre, faut prendre le temps, quoi. C'est tout. Enfin, je veux dire, la personne qui t'aime, elle va avoir envie de faire ça. Et par exemple, je peux en parler peut-être parce que c'est mon assistante et qu'elle va éditer ce podcast. Mon assistante Mathilda, elle a un trouble de l'attention, elle a un TDAH. Et c'est vrai que on fonctionne différemment. Donc moi, je suis sûrement neurodivergente aussi, mais on n'est pas neurodivergente pareil. Et donc, elle a un trouble de l'attention. Et il y a certaines choses au début, quand on travaillait ensemble, où on se comprenait juste pas. Et plus elle a commencé à comprendre comment son trouble de l'attention fonctionne, plus elle m'a expliqué. Elle m'a dit, Livia, ça fonctionne pas pour moi quand tu fais comme ça. Est-ce que tu peux faire comme ça? Je fais, ouais, ok, de toute façon, ça changera ma vie. Je fais, ok. Ou bien, est-ce que la prochaine fois, on peut faire comme ci, comme ça, parce que ça m'aide? Oui. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle m'expliquait comment elle fonctionnait, ben, c'était beaucoup plus fluide. Et puis moi aussi, je lui ai expliqué comment je fonctionne. Et vous n'avez pas besoin d'être diagnostiqué pour savoir. Observez comment vous fonctionnez, expliquez à l'autre comment vous fonctionnez, et puis voilà. Et donc, je lui ai expliqué, moi, j'ai besoin de ça. Par exemple, moi, j'ai un esprit très linéaire. J'ai besoin que les choses soient rangées. J'ai besoin que les choses soient listées, numérotées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon cerveau, c'est comme un tableau Excel. Si c'est pas rangé, je comprends rien. Voilà. Et en fait, c'est un truc que je lui dis. Ou bien, c'est très séquencé dans mon esprit. Tout doit être dans des cases, en fait. Et du coup, ben, je lui explique. Ou bien, j'aime bien quand les choses sont précises. Et ça, c'est mon mec qui pète des plombs avec moi des fois. Un peu moins maintenant. Mais en fait, il peut me dire une phrase. Mais si dans la phrase, il y a même 1% que je dois deviner ou que je dois tirer une conclusion moi-même et c'est pas clair, je vais lui demander de me le préciser. Il va me dire, mais c'est évident. Je lui dis non, c'est pas évident. Parce que t'as telle option, telle option, telle option, telle option. Donc c'est pas évident. Tu vois? Si tu me dis, j'en sais rien, le facteur est passé, et je te dis, est-ce qu'il a laissé du courrier? Mon mec est capable de dire, bah oui, s'il est passé, il a laissé du courrier. Je vais dire, bah non, pas forcément. D'ailleurs, il est déjà passé sans laisser de courrier. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses-là? Moi, j'ai un besoin de précision qui est parfois à l'extrême. Et donc, mon cerveau, il bug s'il n'y a pas des liens logiques entre toutes les informations. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'informe de comment on fonctionne. Ah donc, oui, en face, il faut quelqu'un qui ait la pêche d'écouter et d'adapter et de comprendre et de se dire, OK, comme une telle fonctionne comme ça, alors je vais faire en sorte d'aller dans son sens et de communiquer de cette façon, d'agir de cette façon. Il faut quelqu'un en face qui a envie de faire cet effort ou c'est pas vraiment un effort en vrai, hein, c'est plus une adaptation. Mais pour moi, la plupart du monde devrait être comme ça. La vérité, c'est que la plupart du monde n'est pas comme ça, mais la plupart du monde devrait être comme ça. Et donc, si vous êtes, encore une fois, neurodivergent, si vous avez un trouble de l'attention, si vous êtes autiste, si vous avez une façon de fonctionner qui est différente, peut-être que vous avez même une maladie chronique qui fait que vous ne pouvez pas fonctionner comme on s'attendrait de vous, rappelez-vous que vous n'êtes pas le problème. Le monde serait beaucoup mieux si on était plus inclusif et que si chacun faisait l'effort de comprendre comment les autres fonctionnent et de réaliser que tout le monde ne fonctionne pas comme nous et d'avoir cette espèce d'agilité et de flexibilité d'inclure les autres en fait et de voir comment on peut leur créer un espace pour qu'ils se sentent bien. Dans mon livre et dans mon programme, ça correspond à la butineuse. C'est l'archétype de la butineuse qui crée des liens intimes et en fait où on va remettre en cause le système si jamais les personnes souffrent dedans, en fait. C'est évident qu'on me dit comme ça. Mais si vous souffrez, ce n'est pas vous le problème. Qu'est-ce qui fait que vous souffrez? Et ça me rappelle une conversation que j'ai avec ma copine Jess. Et j'espère aussi que c'est OK pour moi de raconter sa life. Et elle me racontait, enfin c'est pas vraiment sa life, c'est un exemple. Elle me racontait un truc par rapport aux samouraïs. Et elle me disait que... Voilà, parfois, elle se sentait un peu sous pression de performer parce que c'est comme les samouraïs où, voilà, t'as une obligation par rapport à, je sais pas comment on appelle ça, mais ton clan, et que si jamais t'y arrives pas, tu es exclu du clan et t'es banni. Et je lui ai dit,
Dans ce cas-là, est-ce que le problème, c'est le samouraï qui ne réussit pas? Ou est-ce que c'est le clan qui bannit les gens qui ne réussissent pas? Qui est la source du problème? Parce que le clan pourrait tout à fait dire, si tu ne réussis pas, on te met dans le camp des samouraïs et, je sais pas moi, on te donne quelques exercices à faire pour aller mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand j'ai dit ça, je me dis, c'est vrai. Si tu remets en question comment le système fonctionne, le système des clans des samouraïs fonctionne, tu réalises qu'en fait, est-ce que c'est ok de bannir quelqu'un parce qu'il a échoué? Est-ce que c'est ok que quelqu'un, souffre parce que il n'arrive pas à s'intégrer? Non, c'est pas ok. C'est pas ok. Et pour moi, ça ouvre une question beaucoup plus large, sur le monde dans lequel on vit, sur l'espace qu'on donne aux autres, sur à quel point on arrive nous-mêmes à se remettre en question et changer un peu ce qui est rigide en nous pour créer un peu de flexibilité, pour se dire, ok, peut-être que effectivement, je peux réfléchir différemment. Si tout le monde était comme ça, le monde serait vraiment merveilleux parce qu'on laisserait un peu de place aux autres et on verrait que, oui, la différence, ce n'est pas un problème. Ça nous demande juste d'avoir un cœur plus grand et plus ouvert. Maintenant, malheureusement, le monde n'est pas comme ça et on ne peut pas refaire tout le monde entier, mais on peut réfléchir aux environnements dans lesquels on évolue, les relations intimes qu'on a et s'assurer qu'on est dans des environnements et des relations qui nous font du bien et peut-être participer au sens large à créer des espaces qui font du bien aux autres. Par exemple, moi, je sais que l'une des choses qui est importante pour moi, c'est que mon programme, mon groupe Diva le Temple, soit le plus inclusif possible. Et donc, qui que tu sois, quelle que soit ta religion, ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, que tu sois neurodivergent ou neurotypique, que tu adores écrire des très 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 longs messages dans le groupe ou des très 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 courts messages dans le groupe, peu importe, que tu te sentes accueilli parce que tu es accueilli dans ton individualité. Et ça me demande à moi parfois de me remettre en question, de travailler sur moi, de me dire, ok, est-ce que là, j'ai un espace à créer, une limite à placer, un besoin à exprimer ou un besoin auquel je dois répondre? Voilà, ça demande une certaine agilité, une certaine flexibilité. On peut pas être rigide quand on veut fonctionner comme ça. C'est pas possible. Il faut d'abord mettre au cœur le fait qu'on veut que les humains ils se sentent bien, quoi. Enfin, je veux dire, encore une fois, ça paraît évident, mais c'est tellement pas le cas. Voilà, donc je voulais dire ça. Si jamais vous vous reconnaissez dans cet épisode, sachez qu'encore une fois, vous n'êtes pas le problème et qu'il existe des personnes et des environnements qui sauront vous comprendre, vous inclure et que vous n'avez pas à faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas ou vous faire souffrir pour vous intégrer dans des relations ou des environnements qui en fait ne font pas l'effort pour vous, quoi. Franchement, flemme. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'acheter mon livre. Bisous.